Côte d'Ivoire, la visite de Soro à Bédié, un premier pas vers une alliance, une grande interrogation. On les avait souvent vus marcher côte à côte. Désormais, ils avancent la main dans la main. Mieux, à Daoukro le 17 décembre, Henri Konan Bédié et Guillaume Soro dansaient ensemble sur le même tempo, sous les applaudissements de la foule. Ces deux femmes politiques que le savent, parfois, quelques images valent plus que des mots. Eh bien, comment analyser cette visite de Guillaume Kikbafori Soro chez Henri Konan Bédié? Doit-on y voir un premier pas vers une alliance? Vous l'avez compris, on parle de la Côte d'Ivoire. Autre sujet, dans le cadre de cette édition Appel sur le continent, c'est la République démocratique du Congo. Eh bien, en RDC, les deux principaux candidats de l'opposition, Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi, s'accusent l'un l'autre de jouer un rôle trouble. Les deux camps sont à couteau tiré, notamment sur les réseaux sociaux. Il n'est pas rare de voir leurs états-majors s'accuser même d'être vendus à la coalition au pouvoir, le Front commun pour le Congo. L'opposition qui souhaitait arriver unie le 23 décembre a échoué. Quel regard porter sur cette division de l'opposition? Comment comprendre les accusations des uns et des autres? Enfin, à qui profite une telle division? La question reste entière. La récréation est terminée. Afrique Média veut libérer les nations, la seule chaîne libre dans le monde. C'est vous, téléspectateurs d'Afrique Média, qui le dites sans cesse et cela nous honore. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette autre édition d'Appel sur le continent. L'émission des téléspectateurs, eh bien, vous l'avez compris, ce jour encore, on va débattre des questions en rapport avec notre continent, l'Afrique. Tout d'abord, la Côte d'Ivoire, où un rapprochement est effectué depuis quelques heures entre Henri Konan Bédié et Guillaume Kikbafori Soro. D'ailleurs, c'est pas le premier rapprochement, il faut bien le dire. Et bien sûr, nous essaierons avec vous, téléspectateurs, de comprendre les enjeux de cette rencontre qui se veut historique, puisque on a, en tout cas,
l'impression que 2020 se prépare déjà. Eh bien, c'est votre avis qui compte le plus, notez-le. Le numéro, on va l'afficher, en tout cas les différents numéros par lesquels vous pouvez nous joindre seront donc affichés dans quelques secondes seulement au bas de votre petit écran avec la complicité de notre cher ami Samuel qui assure la réalisation aujourd'hui. À côté de la Côte d'Ivoire, on parlera de la RDC, République démocratique du Congo, et de ce côté, l'opposition est plus que jamais divisée. Une opposition divisée qui s'accuse mutuellement de jouer le rôle de la partie, en tout cas de la majorité présidentielle, eh bien, que ce soit du camp de Tshisekedi ou de Martin Fayoulou, des coups, des petits coups en tout cas se donnent, les uns appellent les autres des traîtres, eh bien, au finish, à qui profitera une telle division au sein de l'opposition? Autre chose et autre actualité, vous le savez, Madagascar, la grande île, connaît aujourd'hui le second tour de la présidentielle de 2018. Afrique Média est fortement mobilisé avec une délégation conduite par le directeur général Abdoulaye Sadou. Eh bien, dès que possible, nous retrouverons nos envoyés spéciaux de ce côté-là qui nous donneront le pouls. Nous savons que les bureaux de vote se ferment déjà et donc dans la grande île, eh bien, quelles sont les nouvelles, quelles sont les tendances, comment le scrutin s'est déroulé. On en saura davantage avec Fallon Chouya et Regina Sondo dans les minutes qui suivent. Mais en attendant, donc, parlons avec vous de la Côte d'Ivoire. Et pour planter le décor, je vous propose le communiqué final qui a été donc lu à l'issue de la rencontre entre Guillaume Soro et Henri Konan Bédié. On va l'écouter et on vous donne la parole, téléspectateurs. Rencontre de haut niveau entre son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, et son Excellence Soro Kibafori Guillaume, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Communiqué final. Ce lundi 17 décembre 2018, leurs Excellences Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, et Soro Kibafori Guillaume, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, se sont rencontrés à Daoukro et ont longuement échangé sur la situation politique nationale et internationale. Les deux personnalités ont réaffirmé la nécessité de privilégier le dialogue, la négociation et la concertation dans la résolution des difficultés liées à la marche de la Côte d'Ivoire. Leurs Excellences, Henri Konan Bédié et Guillaume Kibafori Soro, inscrivent cette rencontre de Daoukro sous le signe de la consolidation de la paix, de la réconciliation et de la cohésion nationale. Ils souhaitent que tous les acteurs politiques s'inscrivent dans le processus du pardon et de la réconciliation nationale. Son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, a longuement exposé sur le projet de plateforme devant regrouper les partis politiques et les forces vives de la nation ivoirienne. Le président de l'Assemblée nationale a salué l'initiative et en a pris bonne note. Les deux personnalités conviennent de se voir plus régulièrement afin de conduire à bon port l'ensemble des initiatives pour le triomphe de la paix, de la prospérité et de la liberté en Côte d'Ivoire. Fait à Daoukro le 17 décembre 2018, le directeur de cabinet du président Henri Konan Bédié, Ndri Padio Pierre Narcisse. Je vous remercie. Eh bien, voilà donc le communiqué final qui sanctionne les travaux qui ont eu lieu entre Guillaume Kibafori Soro, le président de l'Assemblée nationale, et Henri Konan Bédié, le président du PDCI. Et bien sûr, on s'interroge donc, en tout cas, selon le communiqué, il s'agit donc de renforcer les liens pour faciliter la réconciliation et faciliter en tout cas la vie à ces Ivoiriens qui sont très nombreux. On le sait depuis la crise post-électorale de 2010-2011. Le pays ne va pas très bien, le pays est divisé, beaucoup d'alliances se sont nouées au niveau des politiques et ces alliances malheureusement n'ont pas facilité la réconciliation nationale. Est-ce que ce pas de Soro vers Henri Konan Bédié va faciliter les choses? La question est tout à fait entière et on la pose toujours. Eh bien,
quel est votre regard sur cette question, notamment donc du rapprochement entre Guillaume Soro et Henri Konan Bédié? On va en savoir davantage avec vous, téléspectateurs d'Afrique Média. Eh bien, le premier qui nous appelle, c'est bien sûr Pasteur Soa, depuis le Ghana. Pasteur Soa, bonsoir, bienvenue à Appel sur le continent. Votre opinion compte. Bonsoir Bachir. Bonsoir. Je pense que Bachir ce soir n'a pas d'invité, hein, si je pense. Et il viendra en tout cas. S'il n'a pas d'invité, je vais au livre. Non, l'invité sera là, Pasteur Soa, rassurez-vous, il est même déjà là. Merci. Il faut savoir que Afrique Média est l'expression authentique de la nouvelle conscience africaine pour l'africanisation de nos sociétés et de pouvoir vraiment entrer dans notre indépendance sur tous les plans, sur le plan monétaire, sur le plan militaire, oui. Et de pouvoir récupérer notre compte d'opération du franc CFA, de faire que notre union soit une union logique et souveraine. J'ai fini ça, je reviens maintenant sur le sujet. Bachir, il faut dire que, comme tu as si bien dit, la rencontre Bédié et Soro, je pense que matin, j'avais dit comme ça que le président Laurent Gbagbo avait dit une fois que un jour viendra où les fils du pays, c'est-à-dire les Ivoiriens sont d'un côté et les groupes de l'autre côté, et on va également aller pour que tous ceux également qui sont les Ivoiriens qui comprennent l'intérêt de la Côte d'Ivoire pourront quand même réfléchir pour l'avancement de cette Côte d'Ivoire. Et je pense que ça sera que nous sommes en train de partir. C'est quoi, Bachir, moi, en tant que pasteur, d'abord, j'accepte d'abord la réconciliation et le pardon. Et ce qui est en train de se passer, je pense que Bédié a dit quelque chose de très fort. Il a dit que ce qu'il est en train de faire, il a informé son petit frère, le président Laurent Gbagbo. Et il regrette certaines choses. Et aujourd'hui, il veut, quand on lui a posé la question, il veut que le président Laurent Gbagbo revienne en Côte d'Ivoire et que, même s'il avait commis des crimes, il savait plus de 5 ans qu'il est là-bas, qu'il revient en Côte d'Ivoire pour que, ensemble, on puisse faire la politique. Et selon Guillaume, à son tour, il a aussi dit qu'il demande aussi la libération du président Laurent Gbagbo et de Blé Goudé. Et c'est vrai qu'il a demandé le pardon, et bon, chacun a pris comme il pouvait prendre, mais on est en train de voir aujourd'hui que la réconciliation est en train de partir. Parce que ces deux entités, Bédié et Soro, ils ne sont pas quand même les petites personnes en Côte d'Ivoire. Ce sont des personnes politiques quand même qui sont vraiment reconnues au niveau de la Côte d'Ivoire, qui ont des poids qui pèsent nécessairement. Donc si ces personnes-là disent cela, voici, nous voyons l'espoir de la réconciliation et du pardon qui est en train de planer sur la Côte d'Ivoire. Sur ce point, je pense que le PDCI, qui était un grand parti, qui était un parti puissant en Côte d'Ivoire, qui est assis partout, même dans les villages, dans les campements, le PDCI est assis. Et si le porte-parole, c'est-à-dire le président Bédié, aujourd'hui, veut vraiment qu'il y ait vraiment une paix avec ce qu'il a en train de faire, je pense que ça pourrait également apporter également, en tout cas, une paix en Côte d'Ivoire, et il y aura une pluie qui pourrait également rafraîchir vraiment les cœurs des Ivoiriens. Parce que ce que je vous dis, j'ai quand même vécu, et j'ai vécu la crise en direct. On ne pourra pas me compter la crise en direct parce que j'ai vécu et je sais, mon âge que j'ai, je sais ce qui se passe. Est-ce qu'il veut dire et sur les deux séries? Je pense qu'on peut pardonner. On peut pardonner. Depuis lors, c'est ce que nous avons demandé. Que le pardon également pourrait également apaiser les cœurs. C'est vrai, on a perdu beaucoup de personnes. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Mais dans la Bible, qu'est-ce qui s'est passé? Apôtre Paul, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a commis plein de choses. Il a persécuté. Mais vers la fin, est-ce qu'il n'a pas été pardonné? Dans la vie, on peut pardonner pour aller à un développement, pour aller également à une réconciliation, pour aller également à un développement industriel sur tous les plans. Donc ceux qui sont hostiles à ce pardon, qui sont hostiles à cette réconciliation, je pense qu'ils ne veulent pas également le bien de la Côte d'Ivoire. Si tu veux vraiment le bien de la Côte d'Ivoire, il faudrait qu'il faut accepter ce qui est en train de se passer. Et je pense que ça pourra vraiment être avantageux pour la Côte d'Ivoire et pour toute l'Afrique. Donc, Bachir, au risque de me répéter là-dessus, je vais également toucher un peu le point, comme tu l'as dit, au niveau de RDC. Je vais également, la RDC, les opposants, s'ils s'accusent entre eux, se divisent, je pense que la victoire, ils sont en train de préparer la victoire pour Emmanuel Shadari Ramazani.
Et si demain qui prend le pouvoir, il ne faudrait pas qu'ils disent que non, c'est rentré, c'est sorti ici. Parce qu'ils n'ont pas pu être quand même cohérents avec eux-mêmes. De pouvoir également mutualiser les forces politiques, nous sommes d'affronter le camp présidentiel. Donc il ne faudrait pas que ça soit comme le cas du Cameroun. Parce que le cas du Cameroun, les opposants n'ont pas voulu mutualiser les forces pour pouvoir affronter Paul Biya. Et quand Paul Biya a pris les élections, a remporté toutes les élections, c'était devenu autre chose. Donc c'est ce que nous pouvons leur dire, que ceux qui sont en train de préparer, quand Ramazani va prendre les élections, il va rapporter, il ne faudrait pas qu'ils disent que non, c'est rentré, c'est sorti ici. Donc en dépassant, il voulait également saluer également le Madagascar, tout ce qui est en train de se passer, et qui est la paix là-bas, et que le plus fort, et que celui qui est connu, que celui qui est un grand leader, et soit proclamé que quelqu'un ne s'auto-proclame pas aujourd'hui, qu'il reste vraiment, il reste dans les QG, et qu'il laisse les institutions chargées de pouvoir proclamer les élections le fassent. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse également Madagascar. Je voulais saluer aussi mon frère Awana, Barakani, Ibn Nkidi, et Marc de la France, et que Dieu bénisse. Bafi, soit salué, tu es un homme, tu es un journaliste digne. Et quand tu es là, nous sommes dans la joie. Merci. C'est Pasteur Soa depuis le Ghana. Merci, Pasteur Soa. Quand vous êtes là, je suis aussi dans la joie et comme toute l'équipe d'Afrique Média. Merci de nous faire confiance. Et bien sûr, en prenant cet autre appel, nous saluons ceux qui nous suivent en ce moment et qui nous écrivent ce message. Ahmed Issa, donc de la Côte d'Ivoire, on l'appelle Jabara Ahmed Fall pour une Afrique debout, qui nous fait savoir que quelle que soit l'issue de cette rencontre, le plus important, c'est d'avoir une Côte d'Ivoire unie et unifiée. Merci à vous, Ahmed Issa, et tous ceux qui suivent à vos côtés. Et bien sûr, nous partons en Côte d'Ivoire au téléphone, c'est ça? D'accord. Monsieur Pépin, bonsoir. Allô? Allô? Eh bien, on n'arrive pas à voir Monsieur Pépin. Il se réécoute. Pendant ce temps, on va se retourner. Pasteur Soa a demandé qui est l'invité. Eh bien, l'invité, il est déjà là. C'est encore Dalvaris Ngoudjou pour ce jour. Dalvaris, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Bonsoir, Bachir. Bonsoir, l'Afrique. Bonsoir particulier au Pasteur Soa. Bonsoir aussi au peuple frère de Côte d'Ivoire. Je les exhorte à continuer avec leur sens d'hospitalité et de se calmer, car nous pensons que de bonnes choses sont en train de se préparer dans un avenir proche. Alors, quand on dit des bonnes choses, est-ce que ça peut avoir un rapport avec ce rapprochement entre Bédié et Soro? On sait que Soro était à Daoukro, il est allé vers son aîné, ils ont échangé. C'est vrai que le communiqué final nous parlait d'un désir de réconcilier les Ivoiriens. Alors, en même temps, vous, en tant qu'expert en stratégie de communication, certainement vous nous prolongerez vers les élections de 2020. Oui, mais sincèrement, pour moi, la meilleure chose qui puisse arriver à la Côte d'Ivoire actuellement, dans un avenir proche, dans un futur proche, c'est la libération du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé, que toute la Côte d'Ivoire attend, que toute l'Afrique attend. Et je saisis l'occasion, avant de répondre à votre question, comme des personnes sont en Europe, sont en train de s'interroger pour la nation qui pourra accueillir éventuellement le président Laurent Gbagbo. J'exhorterai les autorités camerounaises, à défaut d'avoir pu accueillir la CAN, d'accueillir le président Gbagbo. Pourquoi pas? D'accueillir Charles Blé Goudé pour tout ce qu'il faut pour eux. Le peuple camerounais est prêt. Il y a des personnes physiques et des personnes morales qui sont prêtes à mettre la main à la pâte pour que le président Gbagbo soit accueilli au Cameroun dans les conditions optimales, dignes d'une personne de son rang sur le continent africain. En tout cas, ce sera tout à notre honneur. Oui, je dis, ce n'est pas une personne qu'on doit essayer de fouiller le pays ou l'accueillir. C'est un monument vivant pour l'histoire du continent. Donc, que les autorités à Yaoundé, que le président de la République, Paul Biya, puisse prendre des mesures, des dispositions, pour que le Cameroun accueille valablement le président Laurent Gbagbo. Maintenant, rentrons dans le vif de notre sujet. Cette rencontre Bédié-Soro. Je dis, la rencontre, c'est une rencontre, pour moi, je vois beaucoup plus cela sur le prisme de l'opportunisme. De l'opportunisme et des calculs politiques. Il n'y a rien au-delà de cela. Nous savons bien qu'il y a la grande froideur entre Monsieur Bédié qui se sent lésé par le camp d'en face, notamment par le camp Ouattara. Qui ne s'en est d'ailleurs pas caché, puisqu'il l'a dit chez nos confrères de France 24. Et oui, effectivement, puisque d'après lui, le président Ouattara n'a pas respecté les différents accords qui s'étaient
dont ils avaient parlé, et particulièrement concernant l'alternance. Oui. Pour lui, il est déjà temps que ce soit un membre du PDCI qui puisse se présenter au présidentiel. Et apparemment, Laurent Ouattara n'entend pas cela de cette manière. Et il a fallu vraiment qu'il frappe du poing sur la table. Si vous regardez bien, l'ensemble des événements est bien organisé dans un timing. Il y a d'abord le fait qu'il invite un média international chez lui dans son village à Daoukro. Oui. Il fait un entretien où il fait un certain nombre de déclarations. Quelque temps après, nous avons la visite ou la rencontre avec Guillaume Soro. On ne peut pas se dire que ce sont des éléments de hasard. Ce sont des éléments qui sont bien calculés, qui sont bien organisés. Tout est lié. Exact, bien lié et bien organisé. Donc dans ce sens-là, je pense que il a intérêt justement pour être dans sa sortie quand il dit il est ouvert à ce que Guillaume Soro puisse nous rejoindre, que les pays n'ont pas fermé la porte, etc., etc. Nous savons qu'il y a à peu près, il y aurait à peu près quand même ce nombre de négociations en cours avec justement le camp du président Soro. Je n'ai pas besoin de revenir sur le fait qu'il y a de cela quelques semaines, il y a un grand rassemblement à Abidjan, je crois que ça devait être au Palais de la Culture. Il y avait un mouvement qui a été mis en place en réalité par le président Soro et qui a appelé le président Soro de se présenter au présidentiel. Lui-même étant absent, mais on sait quand même que l'ensemble de ces proches, une bonne partie de ces proches étaient là. C'est quand même des éléments qui sont mis ensemble, c'est un ensemble de puzzles qui sont mis ensemble avec des objectifs clairs. C'est se tenir la main pour faire face à l'ami d'hier, qui est aujourd'hui un adversaire, à l'occurrence le président Ouattara. C'était une rencontre organisée par le RACI. Okay, oui. Le RACI est un mouvement d'ailleurs dont Soro, oui, qui est Soro, c'est le président d'honneur, si à moins que je me trompe. Exact. Et surtout pendant le mouvement, il y avait quand même des représentants internationaux. Oui. Du Ghana, de plein de pays. Tout à fait. Il y a même des anciens ministres au mouvement. Du Sénégal également, ils étaient là. Il y a même des parlementaires. Oui. Il ne peut pas faire un déplacement puisqu'il ne peut pas faire un déplacement quand c'est des choses qui ne sont pas bien organisées. Ça veut dire qu'ils ont eu des invitations, les dispositions étaient prises pour l'hébergement, etc., etc. Et surtout, pendant le rassemblement, l'on a appelé, ils ont imploré pratiquement, comme on sait le faire sûrement en Afrique, le président Soro de se présenter en 2020. Alors il y a quelque chose que me rappelle tout de suite Jean-Yves Ndissan. Il nous dit que Bédié a dit, et je le cite, je vous présente mon fils, il est courageux, brave, il n'est pas soldat, mais il a gagné la guerre. Alors comment analyser ces mots? Non, de premier niveau, je vais dire, ça peut peut-être écorcher certains Ivoiriens, mais sincèrement, je n'ai pas confiance au président Bédié. Pour moi, ces paroles ne sont pas chères. Les gens, il y a un minimum de sérieux. Vous ne pouvez pas, au gré de vos intérêts personnels, jouer avec la vie des gens. Même s'il faille prendre la chose sur l'aspect littéral, est-ce qu'on peut affirmer, ça risque de se tromper, que Soro a gagné sans prendre les armes? Est-ce qu'on peut l'assumer? C'est difficile à dire. Les images qui circulent, les vidéos qui circulent, c'est de la blague. Mais le sang des gens coulé. Soro lui-même ne nie pas. Il était quand même à la tête des forces nouvelles. Non, très bien. Et là, je dis, peut-être que sur un aspect, c'est même avantageux pour lui. C'est pourquoi le pasteur soit le souligne tout à l'heure. C'est que Soro, il a quand même une importance aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Que l'on l'aime ou pas, que l'on l'accepte ou pas, il a une importance. Soro, quand même, il a une expérience en tant que Premier ministre du président Laurent Gbagbo. On ne peut pas nier cela. Premier ministre de Ouattara également, avant, maintenant. Et ministre cumulé avec le ministère de la Défense. Tout à fait. Et le grand rôle qu'il a joué dans la rébellion en Côte d'Ivoire. Donc, même aujourd'hui, dans l'armée ivoirienne, il y a beaucoup de personnes qui sont très pro-Soro. Petit clin d'œil pour rappeler que jusqu'à hier encore à Abidjan, il y a eu des gens qui ont manifesté, il y a des militaires qui ont manifesté au ministère de la Défense, qui réclamaient de l'argent. Et on a commencé à donner déjà des dizaines de millions de francs CFA. Or, beaucoup quand même dans les éléments, globalement dans toute l'armée ivoirienne, c'est des gens c'est les frères de Soro. Quelqu'un qui a une expérience en tant que chef rebelle, en tant que Premier ministre avec le président Gbagbo, en tant que ministre de la Défense sous Ouattara, en tant que Premier ministre sous Ouattara, on ne peut pas affirmer sans se tromper qu'il a un poids en Côte d'Ivoire. On ne peut même pas l'aimer, mais quand même il a une influence qu'on ne peut pas négliger. Ça, c'est un élément. Mais maintenant, si les pions sont en train de bouger et que pour leur avenir, non seulement sur le plan politique, mais également, je dis même sur le plan physique, pour leur intégrité sur le plan physique, c'est très important qu'ils se mettent ensemble. Je n'ai pas besoin de revivre. Vous savez, beaucoup de choses sont passées en Côte d'Ivoire. Vous savez, beaucoup de gens qui sont écartés du camp. Vous savez, il y a des gens qui ont ancien mourir en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas besoin de revenir sur le cas du général Kassarat. Exactement. En tout cas, il y a eu beaucoup de morts suspects, si on peut dire. Le minimum que l'on puisse dire, c'est que c'est suspect. Parce que quand Kassarat est témoin, lui, il est témoin à charge contre le président Gbagbo. Quand il va à la haie, il est assez objectif.
Mais quand il revient quelque temps après, on l'appelle comme ambassadeur, curieusement il tombe malade, ensuite il meurt comme ça. Généralement qui n'était pas malade. Je veux dire, quand on voit ce type de choses, on est prudent. Quand on arrête quand même chez le protocole de M. Soro, il est bien plus prudent. Soit dit en passant, vous savez, tout récemment, avant même les événements d'il y a 2, 3, 4 jours, vous savez que il savait, hein, je ne parle plus le conditionnel, le président Ouattara aurait demandé à rencontrer Soro à plusieurs fois, à plusieurs reprises, par rapport à la plateforme de RHDP unifié. Et le président Soro n'est pas parti. Au moins 2 fois. Rappelons qu'il y a cela fait quelques jours, lui, il était ici à Brazzaville. Soro. Le président a affrété un avion présidentiel. Il a envoyé au Congo pour que Guillaume Soro puisse rentrer. Il a refusé de prendre l'avion. C'est le président Sassou qui affrète un jet privé. Et que le président Soro accepte de prendre le jet privé pour rentrer avec Abidjan. Ça veut dire ça donne le climat de suspicion dans lequel on est. Le climat des crabes qui sont en train d'essayer de se croquer, de se casser entre eux. Et dans ce tempérament-là, il faut organiser, essayer de faire des alliances pour exister. Surtout que le contexte actuel démontre clairement que tôt ou tard, le FPI va jouer un rôle très important dans la vie de la Côte d'Ivoire. En tout cas, le FPI va jouer, comme on le dit, serait le plus grand arbitre dans cette affaire. Exact. Alors, aujourd'hui, quand on voit ce rapprochement, Soro, Bédié, est-ce qu'on peut dire qu'on est dans une logique de compromission? Les gars, ils ne vivent que dans la compromission. Que ce soit le président Soro, que ce soit le président Bédié, les gars ne vivent que de la compromission. Au moins, eux, ils assument. Hein. Ils assument. Soro, il assume. Même si c'est pas c'est les images qu'il utilise, il assume quand même. Mais est-ce que cela va faciliter donc la réconciliation entre Ivoiriens? Si on parle de compromission à compromission, ça s'est passé, on a vu Bédié Ouattara, Soro Ouattara. Aujourd'hui, on est en train d'aller vers Bédié Soro. En même temps, alors est-ce que tout cela va aider l'Ivoirien lambda? Moi, je pense que s'il n'y a pas les calculs politiques juste derrière, cela pourrait aider. Mais l'élément de base pour moi, pour que cela puisse vraiment aider, il faudrait que 2 citoyens ivoiriens qui sont en prison chez les Blancs puissent rentrer premièrement en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un élément fondamental. Deuxième élément fondamental, je profite encore pour remercier le président Ouattara pour le petit geste qu'il avait fait avec la libération de quelques... De 800 prisonniers, parmi lesquels la première dame... déjà le remercier, même si on ne partage pas les points de vue, dit qu'il faudrait que l'opération continue. Ça veut dire qu'il faudrait encore que les prisonniers politiques qui sont à la Maca et partout, même dans des sous-sols officieux, soient libérés. Quand le président Barbeau et le ministre Blégoude sont libérés, et que ces prisonniers politiques sont libérés, et que les gars mettent les calculs politiques de côté, ils pourraient avoir une vraie réconciliation. Mais s'il faut seulement faire des alliances pour pouvoir bénéficier des voix des Ivoiriens, pour s'éterniser au pouvoir, pour bénéficier des avantages du pouvoir, je dis on risquerait de ne pas sortir facilement de l'auberge. Donc il y a des conditions, il faudrait mettre les calculs politiques de côté. Alors, je crains qu'en face là, que ces 2 personnes-là, les grands, ne soient pas dans cette logique. Merci d'Alvaris Ngodjo. On retourne au téléphone avec nos téléspectateurs. Est-ce que c'est prêt? On peut y aller? La Côte d'Ivoire nous appelle. Qui nous appelle de Côte d'Ivoire? Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Qui nous appelle de Côte d'Ivoire? Ok, je suis Kodiané Pépin de la Côte d'Ivoire. On vous écoute, cher ami. Allô? Oui, allô, vous êtes en direct. Allez-y, on vous écoute. Ok, donc je suis Kodiané Pépin de la Côte d'Ivoire. Alors, tout le palais diplomatique, politique qui se joue en Côte d'Ivoire, on a l'impression qu'on a oublié les acteurs de la rébellion. Les mêmes acteurs de la rébellion. Et donc, les acteurs, selon ce que nous savons, il y a la France, il y a le Burkina, ils ont leur mot à dire. Donc tout ce actuellement que vous voyez, ils ne sont pas étrangers à ça. La France n'est pas étranger à ce qui se passe. Le Burkina n'est pas étranger à ce qui se passe. Sauf que ici en Côte d'Ivoire, la crise, elle est d'abord identitaire. Il y a eu un envahissement de la Côte d'Ivoire par les Burkinabés actuellement en Côte d'Ivoire, qui ont pris toutes nos forêts. Et il y a ce problème qui est latent, qui attend. En plus, il y a le problème Gbagbo qui est là. Et le président Alassane Ouattara n'a pas réussi à trouver de solution à ça. Or, qui parle de la France parle de gros investissements, qui parle du Burkina parle de gros intérêts en Côte d'Ivoire.
Notre ami n'a pas fini, mais certainement il reviendra. On en prend un autre. Est-ce la Côte d'Ivoire toujours? Allô? 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 Oui, allô, bonsoir madame. Qui nous appelle? Allô? Allô? Allô, bonsoir. C'est Madame Cissé depuis Abidjan? Madame Sissi, on vous écoute, allez-y, vous êtes en direct. Madame Cissé depuis Abidjan. Oui, bonsoir Bachir, bonsoir, comment dirais-je, Monsieur Galvaris, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci Afrique Média. Je salue M. Aoumou, je salue le retour de Iba et Toundi, je salue tous les téléspectateurs. Mais à travers ce thème, M. Bachir, vous demandez, c'est une véritable épreuve de foi que vous demandez aux Ivoiriens. Comment pardonner à leur bourreau, à ces deux-là, pour l'un qui a donné un chèque pour financer la rébellion, j'ai dit Béni, et l'autre qui a été au devant d'une rébellion très meurtrière. Et c'est ceux-là à qui on doit, c'est ceux-là qu'on demande aux Ivoiriens de les supporter. Mais je pose une question. Il n'y a pas de morale en politique. Il n'y a pas de morale en politique, quoi. C'est ce que je veux dire. Il n'y a pas de morale. La morale a foutu le camp en politique. Et on va nous dire qu'il faut, au nom de je ne sais quoi, au nom de je ne sais quel intérêt, il faut accepter ceux qui ont tué les Ivoiriens, ceux qui nous font vivre les malheurs possibles. Mais vraiment, je ne sais pas quel Ivoirien, lequel parmi nous serait capable de faire confiance à ces deux personnes qui sont là. C'est donc, bon, je vais poser une question. Est-ce que si les affaires avaient marché comme ils se devaient entre Bédié et Alassane, et entre Soro et Alassane, est-ce qu'on allait avoir cette alliance-là? Les choses auraient continué depuis donc, on allait continuer à piétiner les Ivoiriens, à voler les piller, à continuer de les tuer, de nous mettre dans l'insécurité, avec le règne meurtrier des FSI qui se révèlent chaque jour. Est-ce que si ça avait marché, le deal avait marché, est-ce qu'on allait voir cette alliance-là? C'est parce que rien n'a marché. Vous voyez, c'est des gens à qui on ne peut pas faire confiance. On nous dit oui, c'est une alliance qu'il faut, mais c'est pas qu'on ne veut pas. Mais on ne donne même pas l'occasion de leur faire confiance. Qui peut faire confiance à cette paire de gens? Non, nous n'attendons que le retour de Gabon, je crois qu'il va revenir, et c'est lui que les Ivoiriens attendent. Parce qu'on ne s'est pas compromis dans la merde, ça c'est la merde. Ne demandez pas ce vous avez passé la morale en politique. Non, mais c'est dommage, hein, c'est dommage. Moi je pleure quoi, je pleure, j'ai mal. C'est-à-dire que les gens sont là, on doit pardonner, on ne sait pas qui a fait quoi, on ne sait pas qui a dit quoi, qui a attaqué qui a envie de pardonner. Très bien. Merci en tout cas, Madame Cissé. On vous a très bien suivi. Séchez vos larmes. Madame Cissé, eh bien ça va se faire. L'avenir est en train de se dessiner et certainement il sera très clair en Côte d'Ivoire. Nous restons au téléphone avec quelqu'un d'autre. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Alors, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Zerfel depuis l'Allemagne. Très bien, Zerfel, on vous écoute. Comment dirais-je, je salue votre invité et je salue tous ceux qui nous écoutent, sans oublier le directeur de l'Afrique Média. Alors, je ne sais pas si vous m'attendez. 5 sur 5, Zerfel. Votre invité. Je salue tous ceux qui... Alors, moi, je voudrais dire tout simplement que, comment dirais-je, Madame Sissi, vous avez un sujet très très délicat. Parce que
ce qu'elle vient de dire, c'est tellement chose claire que nous, on ne peut pas être berné par ces messieurs-là. Parce que vraiment, ce qu'elle vient de dire, c'est propre. Parce que si ceux-là, aujourd'hui, si le deal qu'il a signé avec Draman, si ça avait marché, ces gens n'avaient pas venu vers les Ivoiriens qu'ils ont piétinés. Aujourd'hui, les gens qu'ils ont piétinés hier, ils viennent aujourd'hui vers eux pour dire que eux, c'est comme ça qu'on fait la réconciliation. Lui, Bédié, quand il était en France, qui l'a fait venir d'Abidjan? Même Ouattara, qui l'a fait venir d'Abidjan? C'est pas le président Gbagbo. Et quand il est venu, quand ils sont venus, on les a donné des maisons, des gardes de corps, tout. Et après, maintenant, on dit, venez, on va discuter. Et chacun disait ce qu'il voudrait, ce qu'il a senti dans sa chair, ce qu'il a fait mal, ce qu'il a fait, c'est-à-dire que tout ce qu'ils voudraient, ils ont tout dit devant tous les Ivoiriens. Alors, à leur tour, ils ne nous appellent pas, ils s'asseyent dans les petits couloirs pour dire que pardon, pardon. C'est comme ça qu'on dit pardon à quelqu'un que tu as fait hier, tu as blessé, tu as fait du mal, tu as tué ses parents, tu as tué ses... C'est-à-dire que ceux-là, ils ont une foutaise. Depuis aujourd'hui, lui, au lieu de s'asseoir maintenant pour donner des conseils, et il se mêle avec ce bout d'homme-là, comment on appelle Soro là. Soro, c'est un microbe. Parce qu'il a besoin de quelque chose pour se nourrir, pour grandir. Sinon, tout ce qu'il est en train de faire, s'il était capable, comment dirais-je, quand Sangaré était vivant, pourquoi il n'est pas allé devant ce monsieur pour dire que vraiment mon professeur, mon père, je te demande des excuses, c'est tout ce que j'ai fait. C'est à moi maintenant ça va demander des excuses. C'est une foutaise. Parce que les gens qui appellent pour dire que sorti, rentrer là. Parce que s'ils étaient intelligents, parce qu'ils parlent de choses, parce que ce matin j'ai écouté certains Ivoiriens qui ont appelé pour parler de la réconciliation, pour dire qu'on n'a qu'à pardonner. Parce que les deux femmes qui appellent là, ce sont des femmes qui sont intelligentes. Parce que ce sont des femmes qui mettent au monde des enfants. Parce que les appelants qui parlent de n'importe quoi, pour dire que c'est que ces femmes-là, ce qu'elles disent, c'est pas la réalité, qu'il faut qu'on aille à la réconciliation. Mais moi je pense que ceux-là, ces Ivoiriens-là, ce sont des gens qui sont tombés par la tête. Et je vais citer un, M. Kofi qui appelle tous les jours pour parler chez le commandeur de la réconciliation. Et lui, il a servi sous l'ONUCI en Côte d'Ivoire. Quel était ton rôle dans l'ONUCI que tu servais? Tu faisais quoi? Tu étais l'indicateur des choses des ouais à Djoko ou quoi? Moi, c'est la question que je te pose. Parce que ça fait longtemps que tu parles que tu as servi sur l'ONUCI en Côte d'Ivoire. Mais c'est en les servant là. Tu faisais quoi? Quel était ton rôle? Quand tu étais dans l'ONUCI. Mais arrêtez de dire des choses qui font mal à tous les Ivoiriens aujourd'hui. Augustin Billet, bonsoir, il nous écrit donc, moi je pense que tout ce qui se passe, ce sont des signes pour montrer que la rébellion a mangé toujours ses enfants, car ils vont finir par se détruire. Vous verrez que le camp Ouattara ne va pas les laisser en paix. Bientôt, tous les secrets vont sortir, ils vont se dévoiler et toute la vérité sur la crise éclatera. Et donc, le FPI reste en marge et lutte pour la libération de ses prisonniers. Merci à Augustin Billet. Un autre appel et on revient. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Alors, il faut bien régler ces appareils, s'il vous plaît. Il y a un bruit qui est vraiment pas très bon à l'oreille. Allô? Oui, allô? Oui, c'est Madame Yao. Allô, Bachir? Allô? Madame Yao. Oui, bonjour. Bonjour. C'est Madame Yao. Oui. Bonsoir, Monsieur Bachir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Davaris Boudou. Merci. Vous savez,
quand on parle de la Côte d'Ivoire, vraiment, nous avons très très mal. La Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny, et nous a enseigné la tolérance. Les Ivoiriens ne sont pas violents. L'Ivoirien est un peuple accueillant qui aime l'être humain. Mais ce que nous avons subi avec nos frères, nos voisins, fait qu'aujourd'hui nous avons le cœur très dur. Moi, quand on parle de Soro Diom, président Bédié, c'est un papy que je respecte, hein, mais il a raté quoi, le président Bédié. Parce qu'aujourd'hui, là, si la Côte d'Ivoire a des problèmes, c'est parti de ce président-là. Non seulement nous-mêmes, ses enfants, ses compatriotes, ils nous maltraitaient, et ils maltraitaient aussi ses adversaires qui étaient le RDR. C'est lui qui a poussé ces Soro Diom. D'abord, il est venu s'asseoir sur du feu, c'est tout. C'est Bédié qui est là, qui a poussé Soro Diom et les autres à prendre des armes. Parce que quand il était au pouvoir, il ne connaissait, il respectait personne, Bédié. C'était son clan seulement. Nous avons le livre qu'il a écrit aujourd'hui, Le chemin de ma vie. Nous savons tout ce qu'il a dit dans ce livre. Vous comprenez? C'est un rancunier, Bédié. Il pense que la Côte d'Ivoire, c'est un royaume à part lui seul. Personne d'autre ne peut être au pouvoir. Il a semé le chaos. Mais Soro Diom, quand à Soro Diom, moi, j'ai honte à sa place. J'ai honte. Soro Diom, on dit il a poids. Il a quel poids? Il a quel poids? Il n'a qu'à se présenter à Cocody, on va voir s'il a poids. On va voir s'il va gagner. Il n'a qu'à se présenter aux élections législatives à Cocody ou bien quelque part à Marco ou à Trècheville. On va voir s'il va gagner. Il ne pèse rien ici. Tous ces suiveurs là, c'est l'agent de la BCAO qu'il a pillé là. C'est pour ça qu'il a ces suiveurs là. Il ne pèse rien. Faut pas les gens vont s'amuser à la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Ce sont des plaisantins, les deux qui sont là. Ce sont des plaisantins. En Côte d'Ivoire ici là, nous savons ce que nous attendons. Nous savons ce que nous attendons. Je voulais dire à mon frère Kofi qui a appelé ce matin pour dire que moi je ne connais pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Lui qui connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire, il est sûr que l'article que Gbagbo a pris pour qu'Alassane soit candidat aux élections en 2010, il est sûr que c'est l'article 49. C'est une question que je lui pose. Ben, ce matin il disait ouais, moi je ne connais pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, que le président Laurent Gbagbo il a pris l'article 49 pour que Bédié Alassane soit candidat. Il est sûr que c'est l'article 49 que le président Bédié Gbagbo a pris pour qu'Alassane soit ivoirien. Quand on parle là, il faut qu'on se respecte. Hein. Il faut qu'on se respecte. Il vient et dit, ouais, moi je ne connais pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Lui, ce qui s'est passé hier en 2010, là, il a déjà oublié. Il dit, il n'a qu'à venir me dire si effectivement c'est l'article 49 que le président Gbagbo a pris pour que Ouattara soit au pouvoir. Nous là, tant que Soro Diom ne nous dit pas pourquoi il a pris les armes pour tuer ses compatriotes, pour amener les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens, pour venir nous tuer. Aujourd'hui, nous sommes envahis par ce peuple-là. Tant qu'il ne nous dit pas pourquoi est-ce qu'il a fait ça là, nous n'allons jamais accepter son pardon. Merci et bonne soirée. Si, bonne soirée à vous également, Madame Yao. Le standard va exploser. Alvarez, souffrons donc d'écouter nos téléspectateurs. C'est l'émission des téléspectateurs, justement. Et allô, bonsoir. Quelqu'un d'autre au bout du fil? Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue à l'émission, on vous écoute. Monsieur Bachir, bonsoir, c'est monsieur Besson de la Belgique. Oui. Eh bien, je voulais intervenir comme ce matin par rapport à cette histoire de la Côte d'Ivoire, vous m'entendez? 5 sur 5. Alors? On vous reçoit en Guessant, allez-y. Voilà, donc je ne sais pas si vous m'entendez, hein, mais je veux dire, pour répéter ce que je disais ce matin, par rapport à nos différents intervenants, surtout en Côte d'Ivoire, et sans oublier de saluer tout le monde, même une salutation à tout le monde. Et donc, j'aimerais juste dire à mes frères ivoiriens, chacun de nous, quelqu'un dans cette crise-là, je pense qu'aujourd'hui, c'est qu'on est envahi. Tout le monde, quand on entend tout le monde, moi, je suis le président, enfin, voilà, par rapport à ce qu'il a fait, on ne peut pas pardonner, mais il faudrait qu'on avance. D'accord? C'est de cela que nous parlons avec le frère FM. Aujourd'hui, nous sommes envahis. Comment faire pour occuper notre pays? Si chacun continue à camper sur ses positions, eh bien, notre pays va continuer d'être envahi et on ne sera pas livré dans notre pays et on sera toujours étranger dans notre pays. Ça peut durer 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et c'est cela qu'il faut voir.
et essayer de se réconcilier, essayer de reprendre notre pays. Et quand les Ivoiriens seront en train auront le pays en main, en ce moment, on peut revenir et chacun va parler de nos histoires en famille et on va essayer de régler autrement. Mais pour l'instant, c'est clair, il y a eu des morts, il y a eu des deuils qui ne sont pas encore faits. Mais aujourd'hui, le pays est en danger. Nous sommes étrangers dans notre propre pays. Est-ce qu'il faut s'arrêter et se quereller ou il faut récupérer le pays? Je suis préoccupé par tout ce qui se passe, par les douleurs, mais il faut prendre le pays, il faut donner le bonheur à la population. Il faut que la population ivoirienne se... D'accord? Donc c'est cela qui est primordial pour l'instant. Donc c'est pourquoi je demanderais à ce que tout le monde essaie de se calmer. Je comprends tout le monde, tous les intervenants, Mme Yao, Mme Tissé, le frère Vincent. Mais si chacun campe sur sa position, on ne va pas avancer. D'ailleurs, on sera même peut-être parti de la Côte d'Ivoire tous, parce qu'on sera de plus en plus envahi. Donc il faudrait que chacun mette bas la terre, qu'on sache récupérer notre pays et qu'on sache faire la paix entre nous. Parce que si même ce règlement aujourd'hui arrive à l'Assemblée nationale, demande pardon officiellement ou à tout le monde, il y a certains qui vont l'accepter, d'autres ne vont pas l'accepter. On ne sera jamais d'accord sur ce point pour récupérer le pays. C'est très important pour nous tous. Donc, je vous remercie, M. Bachir. Merci à vous également. Merci, Nguessan, pour votre appel. Depuis la Belgique, comme toujours, grand contributeur d'ailleurs dans nos différentes émissions. Eh bien, nous restons en Côte d'Ivoire. Décidément, c'est la journée de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un d'autre nous appelle. Qui cette fois-ci? Allô, bonsoir. Alors, on l'a perdu et on en prend un autre rapidement. Allô, bonsoir. Allô? Allô? On revient. On va revenir tout d'abord. Il y a ça grisaille, ça grisaille. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Bonsoir, cher ami. Je crois que c'est... Je ne sais pas si vous recevez. Oui, je crois que c'est Tonga qui nous appelle. Ou c'est Jules? Ok, d'accord. Non, pas du tout, c'est Jules. Quelqu'un le seul que vous censurez parfois, mais bon. Jules, sois le bienvenu. Ok, merci. J'adore votre honnêteté. Voilà. Parce qu'esclaves sur la terre de nos ancêtres, quel que soit le pays dans lequel nous sommes installés et notre niveau social, nous finirons par être traités comme les esclaves que nous sommes. Voilà. Par tous les moyens, nous devons libérer notre peuple. Tous les moyens sont bons pour libérer la terre de nos ancêtres, sinon tant pis pour nous et nos enfants. Bonjour aux indépendantistes africains, bonjour aux utilisateurs du franc des colonies françaises d'Afrique, monnaie qui permet de maintenir mon peuple et ses pseudo-dirigeants en esclavage. Une fois de plus, Soro et Bédié se trompent. L'ennemi de la Côte d'Ivoire, contrairement à ce que les uns et les autres pourraient penser, n'est pas Ouattara. L'ennemi du Cameroun n'est pas Paul Biya. L'ennemi du Gabon n'est pas Ali, etc. On peut aller comme ça, Idriss Déby, tous ces gens qui doivent leur siège à la France. Il faut comprendre que tant qu'on n'a pas coupé la racine, il y aura des Ouattara partout, des Paul Biya partout, des Idriss Déby partout. Où Hissène Habré parti, il y a eu Idriss Déby. Idriss Déby partira, il y aura Goukouni Wadae. Donc on est toujours dans le même cinéma. Or, ce qu'ils font là, accuser le pauvre Ouattara, qui tout le monde l'a vu, n'est pas un homme de grand courage. La France adore ce genre d'individu, n'a rien fait. C'est Soro qui a fait tout le boulot. Et d'ailleurs, Bédia a bien fait de le dire, que Soro, il est très intelligent. C'est vraiment, moi, sincèrement, je pense que cet homme aurait pu être l'enfant du président Gbagbo. Il est très intelligent. Le problème, c'est qu'il a vendu son âme au diable. Donc, Soro a parfaitement compris
le problème. Et c'est dommage, c'est vraiment, c'est-à-dire que c'est un gâchis pour l'Afrique. Parce que aller s'attaquer au pauvre Ouattara, qui dormait à l'hôtel, c'est Soro qui prenait toutes les décisions. C'est lui qui a conduit militairement, c'est lui qui a étudié, c'est lui qui a aidé même au Burkina quand ça allait mal. Et ça prendre au pauvre Ouattara, qui n'a aucune envergure, qui applique les décisions comme on lui demande de faire. Il ne fait rien, il n'enlève même pas la virgule. C'est pour cela qu'on le met là. Ce n'est que pour cela. Ce n'est que pour cela qu'il allait jusqu'à faire... Il a failli faire tuer le président Gbagbo, qui lui a donné la nationalité ivoirienne. Il a failli faire tuer le président Gbagbo, qui a fait qu'il revienne en Côte d'Ivoire. Il a failli faire tuer le président Gbagbo, qui lui a donné tous les honneurs dus à son rang, y compris Bédié. Ils ont signé leur pacte où? En France. Le président Biya est devenu président grâce à quel pays? La France. Ils disent Déby grâce à quel pays? La France. Comment il s'appelle le président Obiangema? Grâce à qui l'a aidé pour le coup d'État? Le Maroc. Donc il faut comprendre notre réalité. Il faut qu'on se libère. Excusez-moi, je n'en veux pas à Ouattara. Ce monsieur, je ne le porte pas dans mon cœur. Mais lui en vouloir, c'est se tromper d'ennemi. Qui contrôle ces individus-là? Qui les contrôle tous? Si vous n'avez pas identifié le mal, vraiment, on va se taper, on va se faire la petite guéguerre dans le sac et ça va finir toujours par un autre Soro ou ça peut être je ne sais pas trop qui là-bas, mais il faut chasser, il faut toujours empêcher les Africains d'avoir leur indépendance. Donc, en vouloir à Ouattara, c'est une bonne chose, mais il faut savoir qui a mis Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, qui est capable de fermer toutes les banques en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le pauvre Ouattara. Qui est capable de faire que la BEA, je ne sais pas comment on appelle la banque centrale là, bloque les comptes de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Ouattara, ce n'est pas lui. Donc il faut quand même que, d'accord, il faut lui en vouloir parce que c'est un traître à l'Afrique, on est d'accord, mais ce n'est pas notre ennemi principal. Ce n'est pas notre ennemi, il faut identifier le mal. Donc ce qu'ils font là c'est bien joli, mais il faut qu'on sache à qui nous devons tout ce qui nous arrive. C'est ça la réalité. Donc, je dis ça, je ne dis rien, mais il faut quand même essayer de voir un peu au-delà de ces individus qui vont passer. Parce qu'au Cameroun, on a eu un type qui s'appelait Aïdjo. Aujourd'hui, il est au Sénégal et les Camerounais s'en fichent royalement de lui. Donc, c'était pas notre ennemi. D'ailleurs, les Moumiés et autres ne l'ont jamais considéré comme notre ennemi. Donc, il faut savoir cela. Il faut que nous, on se retrouve. J'espère que Ouattara un jour se rappellera que le président Gbagbo, qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui, au-delà de tout ce que la France a pu faire, c'est quand même le seul homme qui est autorisé à ce qu'il devienne président. J'espère que le président Bédié s'en souviendra et que Soro s'en souviendra à un moment ou à un autre. Donc il faut que ces gens se mettent en ça pour libérer la Côte d'Ivoire et sinon l'Afrique tout entière. C'est mon avis, mais je suis tellement fâché quand je vois nos frères s'entretuer. On chasse d'abord l'ennemi, après on voit entre nous ce qui ne va pas. Comme au Cameroun, quand je vois Boko Haram attaquer le BI attaquer les ambazoniens, je dis il y a un problème. On chasse d'abord l'ennemi et après on voit nos problèmes à l'intérieur. Je vous remercie. Que nos ancêtres veillent sur tous ceux qui se battent pour notre peuple. Allez, merci à vous également, Jules, donc, et rassurez-vous, vous êtes donc l'un des rares qui ne seront jamais censurés sur Afrique Média, la télévision panafricaine. D'ailleurs, qu'il n'y a pas de censure à Afrique Média. On parle librement. Merci, Jules. Eh bien, parfait. Avec votre complicité, prenons un dernier appel pour cette série et on revient vers notre consultant. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô, bonsoir, on vous écoute. Voilà, bonsoir, M. Badil. Bonsoir. M. Béli. Très bien, on vous écoute. J'appelle Côte d'Ivoire. D'accord, allez-y, on vous écoute. Voilà. Ok, merci. Et je dis que Soro et puis Bédié laissent les marques qu'ils ont fait. Alors, parlez sans chercher à vous réécouter. Parlez sans vous arrêter, s'il vous plaît. C'est un chef rebelle. Et alors, Soro, c'est un rebelle. Un chef rebelle, là. Si on lui donne nos pays, je trouve que toujours, nous ne va jamais sortir de ce que Ouattara nous montre. Et il y a certains Ivoiriens qui se trompent, ils pensent que c'est Soro qui doit nous sortir dans des honoris que les gens nous fait. Or, pourtant, Soro est là pour tromper nos vigilances.
pour donner notre pays à Ouattara. Il veut continuer, c'est les deux rebelles qui sont toujours là. Des biens Soro sont rebelles. Donc je vais vous dire, c'est ce qui a fait que depuis aujourd'hui, Gbagbo se trouve à La Haye. Ils ne sont pas ivoiriens. Ils ne sont pas ivoiriens. S'ils sont vraiment ivoiriens, ils ne peuvent pas venir se montrer aujourd'hui en disant que c'est qui veut être sur le... Donc s'ils veulent vraiment travailler pour reconnaître que les Ivoiriens n'ont qu'à reconnaître qu'ils sont vraiment notre frère, il faut que les enfants seront à la haie pour dire, c'est pas ce qui a fait s'ils ont tué les Ivoiriens à Côte d'Ivoire. Tout ce qu'ils ont dit contre Bédié et tout, comme André Gbagbo et puis Ibrahim Boudé là, est faux, c'est moi, Soro, qui a tué tous les Ivoiriens. Le moment où on tuait tous les gendarmes de Soro étaient là. Oui, c'est Soro qui a tué tous les Ivoiriens. Et aujourd'hui, il se permet à dire que oui, c'est lui qui peut faire une sortie dans le crise. Il ment. Donc voilà ce que je vais te dire. Je vous remercie. Merci à vous également donc, pour cet appel d'Alvarez Ngoudjou sur la Côte d'Ivoire. Un tout petit mot et puis on va aborder la question de la RDC. Juste pour dire que les personnes peuvent être dans un calcul politique, mais à mon avis, elles devraient mettre leurs calculs politiques, leurs intérêts politiques de côté pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Oui. C'est une nation qui en a beaucoup souffert. Et sincèrement, ça va être difficile. C'est vrai que c'est très difficile de pardonner, Oui. mais c'est un chemin indispensable. Il le faut. On ne peut pas dire qu'on va faire la réconciliation sans pardonner. On ne peut pas dire que pour pardonner, il faut automatiquement punir ou alors passer à la guillotine des coupables d'hier. Si c'est cela, cela va continuer pendant des dizaines d'années, on ne va pas s'en sortir de cette situation périlleuse. Donc cependant, moi je pense que les Ivoiriens devraient se mettre ensemble. Ça ne veut pourtant pas dire qu'on va passer, et ça devrait même être une cause nationale, qu'on va passer sous l'opération tout ce qui s'est déroulé dans la Côte d'Ivoire passée. À mon avis, des mesures sérieuses devaient être prises. S'il y a des personnes à dédommager, qu'on les dédommage, il y en a. Elles sont nombreuses d'ailleurs. Oui, il faut des réparations, mais il faille la réconciliation. La vraie réconciliation, ce n'est pas incriminer X ou Y, envoyer tel en prison, puisque maintenant on est libre ou qu'on sera au pouvoir, etc., etc. Moi, je pense que les Ivoiriens peuvent mettre les divergences de côté, se réunir sur l'essentiel. Et l'essentiel, à mon avis, c'est que la Côte d'Ivoire soit dirigée par un enfant de la Côte d'Ivoire. Et de se rappeler que les intérêts supérieurs de la Côte d'Ivoire ne sont pas forcément les intérêts supérieurs de la France ou d'autres puissances, de défendre, puisque, comme quelqu'un le disait, on en parlait encore tout récemment quand on était en Afrique de l'Ouest, c'est que la priorité de l'Ivoirien pour le moment, c'est manger, boire, dormir. C'est pas de prendre X pour mettre en prison, c'est pas de prendre Y pour mettre en prison. Or, pour le manger, boire, dormir, c'est important que les Ivoiriens puissent avoir des emplois. Dans la stratégie économique, rien qu'au niveau de l'agriculture, comme je l'ai dit sur ce plateau dans le passé, s'il fallait que l'on transforme, même pré-transforme seulement le cacao de la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire, il n'y aura aucun chemin en Côte d'Ivoire. C'est des millions d'emplois qui devaient être créés. Je dis, est-ce que c'est possible que les autorités d'aujourd'hui, les autorités de demain, puisque 2020 n'est pas loin, puissent voir comment développer réellement l'agriculture en Côte d'Ivoire, puisque si on développe l'agriculture, des personnes auront un emploi, des personnes auront de quoi manger, de quoi vivre, et évidemment de vivre dans des conditions décentes, d'avoir des domiciles, des maisons décentes. Ce serait plus facile que l'on puisse casser les personnes dans certaines zones à Abidjan, à Yamoussoukro, etc., etc. Et je pense que si les personnes sont occupées, si les personnes parviennent à subvenir à leurs besoins, ça serait très difficile qu'ils puissent prendre les armes pour revendiquer. Et c'est très malheureux de le souligner qu'on a comme impression qu'en Côte d'Ivoire, c'est quand on prend les armes qu'on se fait écouter. Oui. Les exemples l'année passée, les mois passés, les mutineries, oui, ont démontré cela. Les exemples d'hier et avant-hier ont démontré cela que quand des fonctionnaires prennent les armes ou quand les rebelles prennent les armes, on essaie de les écouter. Si les Ivoiriens n'ont pas d'emploi pour subvenir à leurs besoins, je crains que dans un futur, ils se disent que pour se faire écouter, il faut passer par les armes. Or, pour éviter cela, c'est très important qu'il y ait la réconciliation, mais je me dis, la réconciliation passe par la satisfaction d'un certain nombre de besoins. Et malheureusement, ou heureusement, la satisfaction de ces besoins des Ivoiriens-là est une variable indépendante du bien-être des Occidentaux. En d'autres termes, pour pouvoir satisfaire les besoins de beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui,
on serait contraint de ne pas être toujours favorable aux puissances occidentales. Et c'est la décision importante que les autorités à Abidjan et même le futur devait prendre, qui va faire mal à beaucoup de personnes à l'international, mais qui va participer au bien des Ivoiriens. Voilà, qui revient donc finalement à l'intervention de notre cher ami Jules, donc s'attaquer à la racine. Alors, d'Alvarez Ngudjou, parlons de la République démocratique du Congo, et je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils peuvent toujours intervenir sur la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Donc, en RDC d'Alvarez Ngudjou, les deux principaux candidats de l'opposition, Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi, s'accusent l'un l'autre de jouer un rôle trouble, de jouer même pour le compte du régime. Alors comment est-ce que vous analysez cette division à quelques jours de l'élection? Nous ne sommes qu'à 3 jours. Cela démontre clairement, Bachir, que des gens qui disent vouloir unifier la RDC, des gens qui disent vouloir participer au développement de la RDC, en réalité sont dans une logique d'intérêt personnel et ne parviennent même pas à s'unir. Et le démontre cela tant sur la scène internationale que sur la scène nationale. Sur la scène internationale, dans le passé proche, l'on a vécu, je n'ai pas besoin de revenir sur toutes les péripéties qui ont abouti à ce que Tshisekedi fils prenne la place de son père au sein du parti comme c'était une dynastie, des choses qu'on reproche au camp d'en face, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Et je n'ai pas besoin de revenir sur les événements des semaines dernières du côté de Genève, où il y avait un certain nombre d'éléments d'opposition réunis ensemble. Pour trouver l'accord, le fameux accord de Genève. L'accord éventuellement signé par les autres, dénoncé le lendemain par les uns. Et ça, ce sont des personnes qui se disent qu'elles parviennent à se mettre ensemble pour gouverner le Congo. Je crains que ça va être très très difficile. Ça va être très difficile. Pourquoi? Parce que pendant qu'ils étaient en train de débattre qui peut représenter l'opposition, le parti en face s'organise. Le parti au pouvoir s'organise. On ne peut pas nier qu'ils ont le pouvoir, qu'ils ont les moyens de l'État, qu'ils ont les moyens financiers, logistiques de l'État, mais ils préparent au moins l'organisation. Pendant que les gars étaient en train de se fabriquer, même de se phagocyter dans les laboratoires à Genève, le parti à Kinshasa était en train de faire déjà la campagne dans les recoins du pays. Vous savez, faire une campagne est différent de faire des sorties symboliques ou des sorties pour attirer l'attention dans un centre-ville. C'est très très difficile dans un pays comme la RDC. Soulignons-le, la RDC est grand comme l'Europe de l'Est. Extrêmement grand. Ça veut dire, vous ne pouvez pas dire que vous allez faire une partie du pays en 2-3 jours ou en 2 heures de temps. Vous faites 2 minutes ici, ensuite. C'est pas une campagne, ça. C'est pas un conseil qu'on fait. Une campagne, c'est d'aller de rencontrer des personnes, de les convaincre en essayant d'expliquer le programme. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'ici, pour les membres de l'opposition, il n'y a vraiment pas de programme cohérent. Le seul programme, c'est Kabila doit partir. Kabila a dit qu'il va partir. Ça, c'est l'erreur qu'ils ont commis pendant longtemps. De pouvoir donner un vrai programme. Maintenant, Kabila a dit, moi, je pars. Il y a un dauphin. Combattez le dauphin. Vous n'avez pas pris le temps de vous préparer. Le dauphin a fait son programme. Mais maintenant, nous sommes à moins quelques heures, 72 heures des élections. Vous-même, vous n'avez pas pu vous entendre, puisque la coalition que vous avez signée, vous avez divisé cela, chacun va de son côté. Et même, au lieu de faire la campagne pour chacun d'entre vous, à défaut de pouvoir vous unir, vous êtes en train de vous plaindre, de vous déchiqueter, d'accuser les uns contre les autres d'être plus ou moins productifs. Des accusations qu'on ne peut plus graves, parce que il faut noter qu'ils sont allés, je vais dire, jusqu'à accuser Martin Fayoulou, je parle de Tshisekedi, ils ont accusé Fayoulou d'avoir, et là je suis en train de lire, d'avoir monté des Maïmaï, un groupe armé pour empêcher Félix Tshisekedi de faire campagne dans le Nord Kivu. Ça peut être faux comme ça peut être vrai. Premièrement, supposons que ce soit vrai dans la thèse. Si c'est vrai, c'est encore la faute à l'opposition. Puisque c'est pas le pouvoir à Kinshasa qui aurait monté les Maïmaï contre Tshisekedi. Ça veut dire que c'est un membre de l'opposition qui a utilisé peut-être les éléments sur qui il a une certaine influence pour détruire un élément de l'opposition. Ça, c'est donc il ne peut pas reprocher cela au pouvoir de Kinshasa. Mais de l'autre côté, cela peut aussi être faux pour justifier un échec envisageable. Pour dire que M. Tshisekedi n'aurait pas pu faire la campagne dans le Kasaï parce que lui, il accuse les Maïmaï, mais on peut aussi analyser cela sur le prisme d'une incapacité de pouvoir se déployer sur le terrain pour faire la campagne et de justifier son échec par le fait qu'il y aurait des éléments dans le Maïmaï qui l'auraient empêché de faire sa campagne. Dans tous les cas, dans le premier cas comme dans le second cas, cela ne fait que le jeu du pouvoir. Cela démontre clairement que les élections nous sont en train de nous aller
Chadari va gagner les élections. Vraiment, l'opposition va en rang dispersé. Et même quand ils sont en rang dispersé, au lieu de se concentrer sur la cible, chacun d'entre eux retire la flèche, mais vise celui qui est censé être son compagnon avec. Je veux dire, tout est en train d'être organisé pour que le pouvoir de Kinshasa puisse